Invite à me rejoindre sur scène. Bonsoir, Swada Yada. Bonsoir. Nous sommes très très heureux de vous accueillir et je disais donc vous êtes la présidente du Conseil supérieur des programmes. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce donc que cette entité dont on entend finalement assez peu parler? Vous êtes très très discret et pourtant votre rôle est éminent. Qu'est-ce donc le Conseil supérieur des programmes? Je ne suis pas assez discrète, hélas. Le Conseil supérieur des programmes a été créé en 2013 par la volonté de Vincent Peillon pour être cette instance qui, placée auprès du ministre, mais travaillant en toute indépendance, fabrique les programmes scolaires. Alors, quand je dis fabrique les programmes scolaires, élabore des propositions de programmes selon un processus qui passe par plusieurs étapes et les soumet au ministre, lequel ensuite sollicite son administration pour éventuellement les modifier, les ajuster et pour ensuite les promulguer. Ce conseil est composé de 18 personnes, 10 personnalités qualifiées, dont le président et le vice-président, 3 députés, 3 sénateurs et 2 représentants du Conseil économique, social et environnemental, du CESE. Voilà, ce conseil a pour principale mission d'élaborer les programmes. Je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler ce que c'est qu'un programme scolaire. Oui, c'est pour ça qu'on plante le décor voilà. un peu au début de cet entretien. Je crois que c'est important parce qu'il cristallise. C'est une réalité qui cristallise pas mal de malentendus. Un programme d'enseignement indique pour chaque enseignement, pour chaque discipline dispensée, enseignée de la maternelle oui. Jusqu'aux classes terminales des lycées, lycée général, lycée technologique, mais aussi les enseignements généraux des lycées professionnels dont nous nous occupons, l'indique ce que le professeur doit enseigner et ce que l'élève doit apprendre. C'est-à-dire qu'on s'en tient au contenu d'enseignement. On ne dit pas dans un programme la manière dont il faut l'enseigner. Cela relève de ce qu'on appelle la liberté pédagogique des professeurs. Qu'est-ce que c'est que cette liberté pédagogique? Ce n'est pas quelque chose qui consiste à faire n'importe quoi, c'est la liberté du professeur d'utiliser les moyens, les méthodes qui lui semblent les plus adaptés pour transmettre ces contenus qui sont définis dans les programmes scolaires. Ces programmes scolaires dépendent donc pour grande partie de la manière dont les enseignants, dont les professeurs les mettent en œuvre dans les classes en fonction des élèves qu'ils ont à leur charge. Ces programmes scolaires sont nationaux, c'est quand même un aspect essentiel dans une éducation nationale qui, hélas, est très souvent
bousculé dans son caractère national, dans son caractère d'unification quand même de la nation, de la République. Ces programmes, nous l'oublions pas, ils fixent une obligation pour l'État qui est pour formuler les sujets d'examen. On ne peut interroger les élèves, enfin on devrait interroger les élèves que sur ce qui est au programme. Oui. Hein. Donc vous voyez, ça semble évident, mais c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Oui. Donc c'est voilà, ça fixe aussi des obligations à l'institution et à l'État. Hein. Soda Yada, non pas que j'ai envie de vous priver de votre fonction et de votre travail, mais est-il nécessaire de revoir les programmes si souvent, comme on le fait? Ne pourrait-on se décider sur un programme pour un certain nombre d'années? Est-ce qu'ils évoluent tant que ça? Je veux bien qu'il y ait l'histoire contemporaine, pourquoi pas, mais le programme de maths, le programme de géographie, on a besoin de le revoir souvent? Vous me posez là une question importante, en effet. En toute rigueur, les programmes scolaires devraient être l'élément le plus structurant, ce qui se maintient par-delà les changements de gouvernement, les changements politiques. Exactement. Donc, en toute rigueur, ils n'ont rien à voir avec la politique. Ils n'ont rien à voir avec la politique. Mais ils sont... La politique s'en mêle. Voilà, la politique s'en mêle et ils sont aussi une chose politique. Hein, je dis bien une chose politique, je ne dis pas une chose de la politique. Une chose politique au sens où il en va dans les programmes scolaires tout de même de ce qu'une nation veut véritablement transmettre, ce qu'elle veut inculquer aux jeunes générations, ce qui aussi inscrit cette nation dans une histoire, dans la transmission de quelque chose, ce qui n'est pas soumis aux aléas des idéologies à la mode. Voilà, c'est ce qui devrait préserver les programmes, ce qui devrait préserver l'école en étant une chose éminemment politique, de la politique passagère et des idéologies qui traversent la société française. Malheureusement, les programmes sont profondément attachés à un ministre, quel qu'il soit, à un moment, un ministre qui, depuis tout de même le quinquennat, court après le temps. Et je crois que les programmes subissent aujourd'hui, ou plutôt, ils sont le reflet de la manière contemporaine de faire de la politique. C'est-à-dire alors, cette manière contemporaine de faire de la politique, comment la qualifier? Je crois, dans l'analyse que je peux faire de cette pratique, qu'il y a une réduction de plus en plus patente qui fait que gouverner en France, c'est légiférer. Et légiférer, ça n'est plus instruire. C'est faire des réformes. C'est du ceci l'éducation nationale. Voilà. Je crois que c'est un phénomène général et la politique éducative n'échappe pas à cette réduction de ce que c'est que faire de la politique. Ça conduit à quoi dans notre société et à l'école aussi? Ça conduit au fait que nous accumulons des lois sans même s'assurer que nous appliquons les lois existantes. Et nous empilons des réformes qui finissent par obscurcir la réalité qu'on est censé réformer. Donc vous voyez que là, les réformes successives sont considérées pour les hommes politiques comme une manière de faire de la politique. Et je dirais qu'ils tirent une certaine satisfaction à ce qu'une réforme soit associée à leur nom. C'est une manière de marquer l'histoire. C'est une manière de marquer l'histoire. Et en même temps, c'est ce qui profondément fragilise l'institution scolaire. Bien sûr, bien sûr.
Vous me disiez, en préparant cet entretien, on a échangé toutes les deux un peu, et j'avoue que j'étais effarée, et peut-être le public le sera aussi. Vous donnez des préconisations, des recommandations sur les programmes scolaires, le ministre les valide. Par contre, les éditeurs de livres scolaires, vous n'avez pas la main, le regard sur les contenus des livres scolaires. Alors peut-être qu'il faut que je vous présente un peu plus dans le détail la fabrique concrète des programmes. Nous fabriquons de nouveaux programmes sur saisine d'un ministre dans le cadre d'une réforme voulue par un ministre. Je prends l'exemple des nouveaux programmes du lycée que j'ai eu à conduire. C'est la réforme du lycée général et technologique qui a amené Jean-Michel Blanquer à saisir le Conseil supérieur des programmes pour qu'il élabore des propositions de nouveaux programmes. Que faisons-nous à partir de là ? Nous mettons en place des groupes. Alors on dit, je n'aime pas du tout ce mot appliqué à l'éducation nationale, on parle d'experts, c'est-à-dire des connaisseurs de la discipline, du champ de l'enseignement pour lequel il faut fabriquer un nouveau programme. Alors il y a des universitaires, notamment qui interviennent dans les premiers cycles. Pour le lycée, c'est important. Des inspecteurs généraux et aussi des inspecteurs territoriaux, des professeurs qu'on essaie de solliciter de la manière la plus représentative de la diversité des situations, donc pas forcément des lycées de centre-ville, pas forcément des lycées de région parisienne. Voilà, on s'efforce vraiment d'aller, d'être le plus représentatif possible. Voilà, et ces groupes, nous en avons eu une quarantaine lors de la réforme du lycée. Et ces groupes travaillent pendant plusieurs mois, et pendant toute cette période, notamment à la fin de leurs travaux, ils présentent sans pouvoir leur donner les programmes, parce que les programmes n'existent pas à ce moment-là. Ils présentent les nouvelles architectures des programmes aux éditeurs des manuels scolaires. Les éditeurs des manuels scolaires sont organisés en syndicats, et chacun des grands éditeurs désigne un représentant qui vient prendre connaissance de cela. Il faut savoir que l'institution, le ministère est tenu d'informer les éditeurs de manuels scolaires. C'est dans le texte réglementaire au moins 10 mois avant la mise en œuvre d'un nouveau programme. De fait, depuis 2009, ça n'est plus le cas, précisément par l'accélération des réformes et l'urgence de fabriquer des programmes. Donc vous voyez que nous, du côté du ministère, nous faisons tout ce que nous pouvons pour instruire, informer les éditeurs de manuels scolaires des programmes. Il faut savoir qu'une fois qu'ils ont ces projets de programme en main, nous n'avons plus de relation avec eux. Libre à eux. Libre à eux. D'ailleurs, dans l'espace de discussion que j'ai essayé de créer avec eux, ils sont extrêmement réticents à vouloir, à présenter ce qu'ils vont faire, la manière dont ils interprètent les programmes, etc. Ils se parent de leur liberté éditoriale, de leur ligne pédagogique. Voilà. Donc, ils sont fabriqués ensuite très à la va-vite aussi, par des équipes de professeurs, il faut aussi le dire, très mal payées.
très mal payés, qui n'ont pas le temps aussi de s'approprier les nouveaux programmes, et il arrive effectivement que l'on puisse les juger insatisfaisants ici ou là, ces manuels. Je crois que c'était important que l'on parle de, de ce socle. C'est très important parce que moi, il n'est pas rare, je reçois à peu près une fois par semaine un courriel d'un parent mécontent me disant mais enfin dans tel manuel je lis ça, voilà, vous prétendez préserver nos enfants de tel ou tel courant, etc. Mais enfin que faites-vous? Et que répondez-vous? Que je ne peux répondre que des programmes et que je ne peux pas répondre du contenu des manuels scolaires. Soda Yada, je disais un peu dans le préambule quand je vous présentais cette crise sanitaire. Dans quel état se trouve l'école aujourd'hui et quel regard jetez-vous et quel le devenir de l'école d'aujourd'hui? Bien sûr, la crise sanitaire a touché l'école. Elle l'a aussi profondément ébranlée. Mais je crois que les choses, le thème de la reconstruction, qui est le nôtre, se pose en des termes un peu singuliers pour l'école, dans la mesure où celle-ci a continué, tout de même, il faut le rappeler, a continué à remplir ses missions durant... tant bien que mal. Voilà, tant bien que mal. Elle a continué à remplir ses missions. Il me semble que la crise sanitaire a révélé quatre vérités sur l'école, de l'école. Et sur l'importance de l'école. Voilà. Elle a révélé quand même, ne l'oublions pas, la force de l'école. La force de l'école qui tient à la force à la présence des professeurs qui ont, par tous les moyens, tenté de transmettre et d'assurer leurs enseignements et de maintenir les élèves dans une relation pédagogique et à faire de telle sorte que ces élèves continuent à apprendre. Ça, c'est le premier point. Donc, ça a révélé la force de l'école. Ça a révélé dans la société française, par-delà tous les clivages, toutes les tensions qui peuvent la traverser, le besoin d'école. Bien sûr. Besoin d'école. Ce besoin d'école que les professeurs ont satisfait par tous les outils numériques et par l'enseignement à distance. Outils numériques, enseignement à distance qui, tout de même, il faut le rappeler, ne sont que des moyens, que des moyens dans une situation qui les a rendus nécessaires et une situation extraordinaire. Certains parents se sont rendus compte que le métier d'enseignant, c'était pas facile. Absolument, voilà. Donc je crois que ça a été un révélateur pour beaucoup de gens. Ça nous a aussi révélé, cette crise sanitaire, le sens de l'école, la vocation de l'école. Moi, ce qui m'est apparu, pour ma part, assez clairement, par-delà tout l'enthousiasme autour de l'enseignement à distance, du distanciel, comme on dit, ce mot affreux, et par-delà le numérique à tout va, ça nous a révélé les deux éléments structurants de l'école. D'abord, l'école, c'est des professeurs, et les professeurs, ce sont des personnes présentes, des personnes qui sont incarnées, des personnes qui ont des visages, des personnes qui ont une parole vivante, une parole qui se construit face à des élèves, avec des élèves. Je crois que là, voilà, ces incontournables de l'école nous ont été révélés. Ce qui nous a été aussi révélé, c'est que les élèves apprennent dans un espace tout à fait singulier qu'on appelle la classe. Voilà. Donc on a pu profiter de ce moment que nous avons vécu pour
réfléchir sur la forme scolaire. Alors en France, quand on veut réfléchir, on veut dire, hélas, souvent déconstruire la forme scolaire. Moi, je crois que voilà, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas revenir. Le numérique, la distance sont inappropriés à l'école. Ça nous a aussi révélé, c'est le dernier point, me semble-t-il, qui, hélas, s'est joué dans cette crise sanitaire. Ça nous a révélé la crise de l'école. Voilà, à un grand public, à des gens extérieurs, qu'elle a du mal à accomplir les missions fondamentales qui sont les siennes et qu'elle a du mal à le faire depuis de nombreuses années. Et qu'en restera-t-il justement de ce que vous dites alors, de ce que ça a révélé de fort, de puissant? Est-ce qu'on va pouvoir le conserver et comment corriger les faiblesses qu'elle a pu démontrer aussi dans cette période? Comment on va poursuivre demain? Moi, il me semble que les faiblesses qu'elle a révélées durant cette période, c'est pas des faiblesses de moyens, parce que les professeurs ont su, vaille que vaille, voilà, en bricolant, en prenant beaucoup sur eux. En prenant beaucoup sur eux, hein, ils ont su faire. Ce que ça a révélé, c'est une crise profonde, une crise qui tient à l'obscurcissement de la vocation de l'école, à l'émiettement de ses missions. Voilà, à un moment donné, nous est apparue une crise qui en fait dure depuis longtemps, mais dont nous prenions la mesure de manière un peu violente. Est-ce qu'il faut lire aussi comme un témoin de cette crise qui dure? Souvenons-nous, hein, peut-être dans la salle aussi, les générations antérieures, lorsqu'un enfant choisissait ou devenait enseignant, c'était la consécration dans la famille, et encore il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, il y a une désaffection. C'est difficile de trouver les jeunes, les étudiants. Il y en a beaucoup moins qu'autrefois qui choisissent le métier d'enseignant. Comment retrouver... Ça ne séduit plus, incontestablement. Hein. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que pour la plupart des parents qui ont, comme on dit, réussi leur vie, voir leur enfant devenir professeur soit le signe d'une réussite. Bon, donc vous voyez aussi peut-être que nos élites ont une part de responsabilité aussi dans le fait de ne plus croire en l'école. Hein. Bon, c'est un point important. Il y a aussi tout ce qui vient de la société française. Je ne vois pas le savoir, la culture, les connaissances être au cœur des préoccupations de tous les Français. Hein, voilà, c'est aussi la France qui a changé, et ce n'est pas simplement que des Français ne veulent plus devenir professeurs, mais c'est que la France ne croit plus en sa vocation intellectuelle. Bon, je crois. Voilà, vous voyez, alors après, il y a les questions de salaire, il y a les questions, nous sommes bien d'accord, hein, voilà, que la manière dont on paye un jeune professeur, voilà, il faut le savoir qu'un jeune professeur ne peut pas se loger dans une grande ville. Un professeur débutant, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Et pourtant, le politique n'a-t-il pas oublié que de l'instruction, parce qu'on pourra aussi parler éducation-instruction, hein, de l'instruction des enfants dépend l'avenir de son pays. Des enfants qui reçoivent les savoirs, les enseignements sur lesquels vous donnez des préconisations, les études qu'ils suivront feront l'avenir de ce pays.
Absolument, absolument, que l'école est et comme on dit, un investissement. Oui. Voilà, un investissement. Voilà, c'est pas un gros mot, ça veut dire que ça ouvre l'avenir. Mais pourquoi vous voyez que là, c'est en vérité une certaine crise de la République, une crise de la France qui se répercute sur cela et qui vient parasiter un peu le sens de l'école, sa vocation. Et puis, il y a un mot qui n'a plus bonne presse et qui est pourtant la condition pour qu'il y ait école, c'est la transmission. Hein. Il faut croire en la transmission, il faut aimer transmettre, et pour transmettre, il faut accepter de s'inscrire dans le temps long. Et il ne faut pas être obnubilé par le présent. Par le fait d'être de son temps. Être de son temps, c'est être du temps de personne. C'est voilà, c'est ce rapport qui n'est pas de conservateur, hein, au passé dont il s'agit, mais d'un rapport qui fait que le présent, qu'est-ce que c'est le présent ? Le présent, c'est le passé qui se fait présent. Et l'avenir, c'est ce mouvement, hein, du passé se faisant présent et ouvrant sur le temps. Le temps, il y a une autre épreuve qu'a connue l'école, notre école, il n'y a pas si longtemps, hein, la tragédie de l'assassinat de Samuel Paty. Comment avez-vous, vous, depuis la place que vous occupez et depuis le CSP, vécu cette tragédie ? Et comment peut-on, la liberté d'expression en classe et elle est souvent malmenée, mais là c'était au paroxysme bien évidemment. Comment peut-on se relever de cette épreuve ? Je crois qu'il faut prendre le temps de l'analyse. De l'analyse de ce qui s'est passé. Premier point tout de même, c'est la manifestation dans une nouvelle forme qui doit absolument nous inquiéter du terrorisme islamiste, qui se donne pour cible l'école et pour cible un professeur. C'est aussi l'avancée de l'idéologie islamiste. Je dis bien islamiste, je ne dis pas islamique. Islamiste qui touche au contenu des enseignements. Je crois qu'il faut sans cesse rappeler cela. Il faut que l'interrogation, dans la tragédie de l'assassinat de Samuel Paty, se porte d'abord sur le bourreau et non sur la victime. Ça, c'est le premier point important. Si je puis me permettre juste une petite intervention, c'est le paradoxe de ce qu'on disait précédemment, l'importance des enseignements transmis. Là, on a touché à cette importance-là. Absolument. C'est pour ça que moi, j'y ai accordé la plus grande importance. Pour moi, ça a été un séisme, parce qu'on touchait au cœur de ce qui se transmet à l'école, et à la personne qui en est le dépositaire. Là aussi, l'assassinat a été un tragique de Samuel Paty, un tragique révélateur, puisqu'il a révélé la fragilité de notre école, et il a révélé l'obscurcissement de ce que fait un professeur et de ce qu'est un élève. Vous avez parlé, madame, de liberté d'expression. Je ne souscris pas au fait de faire intervenir cette notion dans ce qui s'est passé. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce que la liberté d'expression, c'est la liberté qui est réglée dans l'espace public d'avoir des opinions. Certaines opinions sont recevables, d'autres, on estime que non. Or, un professeur n'a pas d'opinion. Il ne diffuse pas des opinions. Il diffuse des savoirs, des connaissances, etc. Donc, je crois que là aussi, il y a eu un voilement de ce qui s'est passé, puisqu'on a surimprimé une notion qui relève du débat public dans l'espace de la classe, qui n'est pas le lieu du débat public, qui est le lieu de l'enseignement. Néanmoins, tout à l'heure, vous précisiez quand même que les enseignants avaient la liberté... Liberté pédagogique. Je dis bien liberté, ce n'est pas la liberté d'expression. La liberté pédagogique, c'est la liberté d'utiliser des moyens pour traiter ce qui est fixé dans les programmes. Ça nous a aussi, cet assassinat a révélé l'obscurité, la confusion aussi sur ce qu'on appelle un élève. Un élève, c'est un être, bien évidemment, un être particulier, un être sensible, un être qui a des origines, un être qui a une culture, mais dans l'espace de la classe, c'est un élève. Ça n'est pas un croyant, ça n'est pas quelqu'un qui est maghrébin, qui est noir, voilà. C'est un élève qu'on doit élever par la culture, par la connaissance. Et c'est aussi une des missions de l'école dont on doit extirper les préjugés, les pensées idolâtres. Voilà, c'est une de ses missions. Alors ça ne veut pas dire qu'elle doit pour autant heurter l'élève, elle doit lui brutaliser, mais elle a pour mission aussi de le libérer et de substituer aux opinions des connaissances. Voilà. Et l'autre point qui m'a beaucoup intéressée, hélas, dans les suites de l'assassinat de Samuel Paty, c'est la crise intellectuelle que traverse notre pays, puisque certains beaux esprits, certains esprits faux, certains ont estimé que ce qui n'allait pas, c'était ce que faisait Samuel Paty. Et ce que faisait Samuel Paty est le révélateur d'un pays dont les principes républicains sont des fictions, dont un pays qui pratique le racisme systémique, comme disent certains, un pays islamophobe, comme disent d'autres. Voilà, c'est une tragique révélation. Oui, mais est-ce que l'école, dans le petit mot de préambule, je parlais de sanctuaire, mais est-ce que l'école est-elle vraiment ce sanctuaire? Est-ce qu'elle n'est pas... Elle ne l'est plus depuis belle lurette, mais encore une fois, moi je veux aussi que nous prenions tous notre part de responsabilité dans le fait qu'elle ne soit plus un sanctuaire, puisqu'on ne cesse de lui demander de faire des choses qui ne relèvent pas à proprement parler de ses missions. On lui demande d'éduquer à la sexualité, on lui demande d'éduquer au développement durable, on lui demande de lutter contre les stéréotypes de genre, etc. Enfin, on la charge de missions qui en font un espace ouvert à tous les vents de la société. Au risque d'y perdre. Au risque de la perdre. Est-ce que les enseignants sont-ils partie prenante de leur école? J'entends acteurs de la reconstruction. Est-ce qu'ils pourraient être plus associés? Est-ce qu'ils pourraient être des acteurs de plein droit Est-ce qu'on leur demande ça aussi? Est-ce qu'on les associe? Je crois que la meilleure manière de les associer, si vous me permettez, c'est de leur permettre de faire leur travail. Leur permettre de faire ce qu'ils savent faire, d'arrêter de surcharger leur mission de nouvelles missions,
voilà, de veiller à ce qu'ils soient formés, qu'ils puissent bénéficier d'une formation continue qui est au cœur de leur métier, de ce qu'ils font dans les classes, et pas simplement de les former aux outils numériques, etc. C'est sans doute nécessaire en partie, mais enfin, ça n'est pas l'élément essentiel. Qu'on leur donne un peu de temps pour lire. Hein. Et la place des parents? Je parle devant deux parents, donc voilà, on observe qu'ils ne restent pas toujours à leur place de parents. Oui. J'ai eu des mots peut-être un peu sévères à l'égard des parents d'élèves, en soulignant que pour moi la notion de l'expression parents d'élèves me semblait ne pas être contradictoire. Les parents ont des enfants et ils ont parfaitement le droit, ils ont même le devoir de veiller à ce qu'ils s'instruisent, à ce qu'ils... C'est même une obligation. Voilà, veiller d'abord, eux, à les éduquer. Voilà. À les éduquer. C'est ça, voilà, l'école n'est pas chargée d'éduquer. Enfin, elle est chargée et d'éducation et d'instruction. Mais enfin, l'éducation, elle est censée le faire avec les familles, avec les parents. Hein. Donc, voilà, les parents ont des enfants. Ce sont les professeurs qui ont des élèves. La nuance est importante. Les professeurs ont des élèves. Hein, et ils... Voilà, ils ont à leur égard une mission, une fonction qui n'est pas celle des parents. Voilà. Donc il faut que chacun soit à sa place. Voilà. Je ne voudrais pas soulever outre mesure des sujets polémiques, mais on est entre nous. Encore une fois, d'un point de vue purement d'analyse, je suis aussi un peu embarrassée avec la notion d'instruction à domicile. Non pas que je veuille... voilà, je ne m'oppose à aucune loi, ce n'est pas le problème. Il me semble tout de même que pour qu'il y ait instruction, au sens rigoureux du terme, il faut qu'il y ait un tiers qui est représenté par l'école, par l'école, et qui vient aussi introduire un peu de jeu, un peu de distance entre l'enfant et sa famille. Et je crois que c'est dans le développement d'un enfant, c'est quelque chose qui est formateur et qui est utile. Que dire des tests, des résultats du niveau des enfants? Pas plus tard que dans ce début de semaine, par exemple, les évaluations démontrent que la lecture, par exemple, un enfant sur deux arrivant en 6e ne maîtrise pas la lecture. Alors, je sais que ça n'est pas de votre ressort, chère Soa Diana, ni du Conseil supérieur des programmes, mais votre sentiment là-dessus? Écoutez, vous avez là l'un des signes de ce que ça ne va pas à l'école. Incontestablement. Et que, voilà, nous nous occupons beaucoup d'introduire la lutte contre les stéréotypes de genre, etc. à l'école. Mais en revanche, on est beaucoup moins regardant sur le niveau de nos élèves. Cette notion même de niveau a eu tendance à disparaître, au profit d'un discours sur les inégalités, au sein de l'école, et l'école comme un lieu où on produit des inégalités.
Les évaluations sont instructives, mais je crois aussi qu'elles ne doivent pas être utilisées tantôt pour créer de la panique ou nourrir un sentiment catastrophiste, et elles ne doivent pas être considérées considérées comme des vérités absolues. Elles doivent être toutes ces évaluations interprétées. Interprétées, je dis cela surtout à l'égard des enquêtes internationales que nous vivons à chaque fois comme un moment qui va encore montrer le recul de la France. Vous parlez notamment des études PISA. Les études PISA, voilà. Bon, il faut voir pour quelles raisons, avec une analyse fine, nos élèves ne réussissent pas ces exercices. Les évaluations dont je parlais ont été voilà, faites. Ça, ce sont des évaluations. Voilà. Mais la question est de savoir comment les professeurs, vous disiez qu'il fallait les impliquer, voilà, qu'il était souhaitable, bien évidemment, mais il faut aussi qu'ils acceptent tous unanimement de s'instruire de ces évaluations. Et que sans injonction venant du ministre, ils envisagent la manière de modifier leur enseignement, peut-être. Mais vous voyez que cela doit venir d'eux. Ça ne peut pas être imposé. Donc, si je vous entends bien, là, il ne s'agit pas des programmes en soi. C'est plutôt de la méthode d'enseignement qui serait en cause pour expliquer les difficultés de lecture, sur le point de la lecture. Alors, pour la lecture, il y a sans doute des points à revoir dans les programmes. Vous savez, les programmes de l'école primaire et du collège datent de 2015. Ce sont des programmes de cycle. Pour présenter à nos auditeurs ces cycles, toute la scolarité obligatoire est commandée par 4 cycles. Le cycle 1, c'est l'école maternelle. Le cycle 2 est constitué par les classes de CP, CE1, CE2. Le cycle 3, les classes de CM1, CM2 et 6e. Et le cycle 4, donc les classes de collège. Il y aurait des choses à revoir dans ces programmes, incontestablement, qui, voilà, en français, ça ne va sans doute pas. En mathématiques... la place des fondamentaux est d'ailleurs un de vos chevaux de bataille. Absolument, absolument, et celui de Jean-Michel Blanquer. Oui, tout à fait. C'est lui qui Alors, est le porte-parole. Je vous dis, les programmes, vous n'êtes pas... le refus en français d'un enseignement direct, sans voie de contournement de la grammaire, par exemple. Voilà, c'est quelque chose tout de même qui n'est pas préconisé par les programmes, mais qui est une faille majeure dans l'enseignement du français. Mais l'essentiel, me semble-t-il, c'est la maîtrise pleine de leur discipline par les professeurs. Il faut quand même voir la réalité de l'enseignement aujourd'hui telle qu'elle est. Nous avons de moins en moins de professeurs titulaires. Le nombre d'enseignants contractuels a énormément augmenté. Je crois qu'on est actuellement à autour de 30% de contractuels dans l'enseignement. Vous voulez dire que le niveau de formation des enseignants baisse ? Oui.
Et paradoxalement, même pour les professeurs titulaires, cela va avec l'augmentation de du nombre d'années d'études. Pour être professeur des écoles, hein, pour être ce qu'on appelait instituteur, il faut avoir un master 2. Tout à fait. Hein. Bon, hein. C'est quand même un paradoxe qu'il faut souligner. Hein. Et parmi ces professeurs titulaires, ils sont de plus en plus nombreux à être titularisés par des voies qui ne sont pas celles des concours de recrutement. Le CAPES et l'agrégation. Ils sont titularisés par quelle voie? Par des voies de résorption de l'emploi précaire, etc. etc. Donc voilà, je ne veux pas dresser un tableau catastrophiste, mais vous voyez que là, le mythe d'un corps enseignant, c'est aujourd'hui un mythe. Ce qui faisait la culture commune des professeurs, ce qui faisait par-delà les disciplines différentes qu'ils enseignaient, leur profonde affinité, je crois que cela n'existe plus aujourd'hui. Le chantier est vaste. Pour terminer, je voudrais juste faire vous faire réagir. Ce sera ma dernière question. Que pensez-vous de la toute récente introduction dans le dictionnaire Robert de ce troisième pronom, le yel? Bon, je crois que la salle a répondu, mais je pense que nous partageons. Figurez-vous que j'ai découvert l'existence de cette chose-là. Il y a quelque chose qui est très très important, qui est la défense de la langue française, à l'école. Et c'est quelqu'un qui a parlé d'abord une autre langue, qui a appris à parler le français, à lire le français, qui vous le dit. C'est quelqu'un qui n'est pas opposé, bien évidemment, aux langues régionales et à ce qu'on enseigne éventuellement l'arabe, de manière plus significative au lycée, voilà, dans des classes comme les autres grandes langues de culture et de civilisation, qui le dit. Hein. Mais il y a une urgence à remettre la langue française voilà, au centre de l'enseignement, à la protéger de toutes les contaminations du globish, etc. Hein, et à la faire résister, à l'aider à résister aux diktats de l'évolution. Hein. On nous dit qu'il faut que les langues évoluent. Alors, certes, les langues évoluent. Hein, mais elles évoluent par ce qu'on appelle l'usage. À ce que je sache, ce machin ce yel n'est pas encore communément parlé, écrit. Hein, ça n'est pas entré dans l'usage. Ça n'est pas entré dans l'usage. Voilà. À voir. Voilà. Merci beaucoup, Swadayana. Merci à vous. Yael a fini de parler. Merci beaucoup pour cet échange. Ah, il y a des enseignants ou des parents dans la salle. Des enseignants.